Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Clubic. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un téléviseur, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un téléviseur OLED, plus exactement le JZ1000 de Panasonic. On l'attendait avec impatience, peut-être que vous aussi, puisque cette année, Panasonic a fait évoluer son offre en incluant le protocole HDMI.1 et en développant un processeur dopé à l'intelligence artificielle. Ça ne semble pas grand-chose dit comme ça, mais l'exercice est plus périlleux qu'il n'y paraît pour Panasonic. Alors autant commencer par le plus important, c'est-à-dire l'image, et voir si ce JZ1000 est meilleur que le HZ1000 de l'an passé. On a donc une image en SDR qui n'est pas aussi juste que ce qu'on peut voir sur les téléviseurs haut de gamme de Panasonic. Car oui, le JZ1000, c'est bien de l'entrée de gamme, à 2790 €, mais c'est de l'entrée de gamme. Sur les 5 modes d'image dédiés au cinéma qu'on trouve sur ce téléviseur, on constate que la température des couleurs est un peu trop chaude et que l'étalonnage d'usine finalement n'est pas aussi soigné et précis que ce à quoi on pourrait s'attendre. Bon, finalement, ce n'est pas bien grave parce qu'après quelques légers réglages de gain que vous pourrez retrouver dans notre article sur Clubic, on s'aperçoit qu'on arrive vraiment à des résultats excellents avec ce téléviseur. Comme vous pouvez le voir, qu'il s'agisse de la courbe gamma, de l'échelle de gris ou encore du delta E moyen qui est ici à 0,89, on a vraiment de très bons résultats sur l'ensemble de nos mesures. On va faire une petite parenthèse sur le mode filmmaker de ce JZ1000, puisque cette année, Panasonic a décidé d'activer par défaut le capteur de luminosité ambiante dans ce mode. C'est une assez bonne surprise car l'image va s'adapter aux conditions lumineuses de la pièce, histoire de conserver un maximum de détails, surtout dans les basses lumières, sans trop dénaturer l'image. Évidemment, à mesure que l'intensité lumineuse dans la pièce diminue, on se rapproche beaucoup plus de ce que ce mode offre par défaut, avec une image vraiment cinéma et vraiment excellente à visionner dans l'obscurité. Alors par contre, il faut bien dire que si votre salon ou la pièce dans laquelle vous positionnez ce téléviseur est bien exposée, la journée, il y a vraiment de gros reflets sur le téléviseur. Comme vous pouvez le voir sur nos images, ça peut être vraiment gênant, surtout s'il s'agit de regarder des scènes qui sont sombres, comme ici dans The Expanse, qui se passe vraiment dans l'espace. Toutes les scènes de la série sont vraiment très sombres et les reflets n'aident vraiment pas du tout à apprécier ce contenu en journée. Et il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre avec les contenus HDR. Alors certes, le pic lumineux n'évolue pas vraiment par rapport à l'an passé avec ce JZ1000, mais Panasonic adopte une bonne approche avec un tone mapping qui évite le clipping et tente de conserver le maximum de détails possible. On peut d'ailleurs souligner que le tone mapping peut être activé ou désactivé et même ajusté, ce qu'on est loin de retrouver sur tous les téléviseurs. Donc le JZ1000 montre une bonne gestion de l'HDR, et en plus il est compatible avec l'HDR10+, comme avec le Dolby Vision, mais il y a encore des contraintes derrière tout ça. On voit par exemple que l'ABL réduit assez significativement la luminosité dès que l'on diffuse des scènes lumineuses plus larges, comme le montrent nos mesures que vous pouvez voir ici. Mention spéciale concernant la couverture colorimétrique de ce JZ1000 en HDR. L'espace DCI-P3 est parfaitement représenté à plus de 99%, et l'espace REC 2020, qui est beaucoup plus exigeant, est quant à lui couvert à plus de 76%, ce qui est l'un des meilleurs résultats qu'on a pu relever cette année. Nous avons aussi beaucoup apprécié les performances du nouveau processeur HCX Pro AI sur la mise à l'échelle comme sur la gestion de mouvement, qui est sûrement l'un des meilleurs processeurs sur le marché à l'heure actuelle. Il est toutefois assez difficile de déceler concrètement le travail de l'intelligence artificielle sur ce processeur, si ce n'est peut-être avec le mode Auto AI qui adapte absolument tout en temps réel selon ce qui est diffusé à l'écran. Enfin, le moteur de gestion de mouvement Intelligent Frame Creation brille vraiment avec les contenus en 24p. Il permet notamment d'augmenter la fluidité, par exemple sur les scènes avec des mouvements rapides ou sur les travelling, sans pourtant générer d'effet caméscope. Et que ce moteur de gestion de mouvement soit actif ou non, ces contenus sont diffusés vraiment sans aucune saccade. C'est sûrement là la grande force de Panasonic par rapport à ses concurrents, avec un traitement vidéo qui est excellent ici. À côté de ça, on dispose aussi d'une option d'insertion d'image noire qui va par exemple profiter pour regarder du sport et ne pas avoir de flou de mouvement sur les objets en mouvement rapide.
On s'attendait à un saut cette année en matière de gaming chez Panasonic. C'est le cas grâce à l'HDMI 2.1, mais tout n'est pas si rose qu'il n'y paraît. Et il y a en effet plusieurs limitations du côté du socle de Mediatek. Alors déjà, on ne dispose que de 2 ports HDMI 2.1, et en plus, il semble y avoir une limitation matérielle à ce socle. Le VRR est bien présent chez Panasonic, mais ici, c'est la 4K à 120 Hz qui pose problème. En 120 Hz, le téléviseur reçoit bien le signal 4K UHD, mais ne le diffuse pas tel quel, puisqu'un downscale de la définition verticale est appliqué, faisant passer la définition de 2160 par 1080 pixels. Cela n'est pas clairement visible quand on s'installe devant le téléviseur pour jouer. Par contre, si on se rapproche, comme vous pouvez le voir sur nos images, on voit bien qu'il y a une baisse de qualité entre la source à 60 Hz et celle à 120 Hz. Lorsque l'on cherche à profiter du VRR, de l'HDR et de la 4K à 120 Hz simultanément, on perçoit plusieurs désagréments en cours de jeu, par exemple avec des sauts d'images qui reviennent assez souvent et aléatoirement pendant notre session de jeu. Si on s'en tient à une source de 60 Hz, ce qui est très bien à l'heure actuelle pour les consoles, ce téléviseur est parfait pour le gaming. Surtout avec un input lag de seulement 14 millisecondes qui montre bien que Panasonic a travaillé cette année pour améliorer son téléviseur pour le gaming par rapport aux générations précédentes. Finalement, c'est ceux qui essaieront de faire tourner un jeu sur ce téléviseur avec un PC vraiment puissant derrière et de grosses cartes graphiques qui vont être lésées puisqu'ils ne vont pas pouvoir vraiment bien profiter de la 4K à 120 Hz. Ce que l'on regrette surtout, c'est qu'un produit puisse arriver sur le marché et puis finalement ne pas être en phase avec les promesses initiales du fabricant. Pour le reste, la colorimétrie est très juste en mode jeu et nous n'avons décelé aucun problème avec le VRR, comme le montre ici la démo Pendulum de Nvidia, qui s'exécute vraiment très convenablement, comme on peut le voir avec le G-Sync et sans le G-Sync. Il y a du bon et du beaucoup moins bon avec My Home Screen, l'OS qui équipe les téléviseurs Panasonic. On sent que l'expérience connectée est quelque peu délaissée, avec une interface qui se concentre beaucoup plus sur les paramètres de l'image. Ce système d'exploitation propose le minimum syndical en matière d'application. Comme vous pouvez le voir ici, on trouve bien Molotov, YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, mais tous les autres services populaires qui peuvent vous venir en tête ne sont pas ici. Évidemment, on évoque les services les plus connus, mais si vous venez d'Android TV ou même des systèmes d'exploitation de LG ou de Samsung, vous risquez d'être surpris puisqu'il y a pas mal de fonctionnalités et de services que vous ne retrouverez pas, par exemple AirPlay et HomeKit. Comme vous pouvez le voir sur nos images, la bibliothèque d'applications n'est franchement pas très fournie. Par contre, c'est vraiment la fête dans les menus de réglage du téléviseur. Difficile de trouver plus complet et exhaustif. Entre le X nombre de modes d'image et les nombreuses options de paramétrage, chacun y trouvera son compte. Alors on va tout de même évoquer le design rapidement, puisque cette année Panasonic a revu la face arrière de son téléviseur. Comme vous pouvez le voir, le caisson qui accueille l'électronique occupe beaucoup moins de surface qu'auparavant. Alors ça entraîne une diminution du poids de plus de 10 kg par rapport au HZ1000, mais il faut bien souligner que ce n'est pas le seul élément qui permet au JZ1000 de perdre autant de poids sur la balance. Le système de dissipation thermique a aussi, semble-t-il, été revu et corrigé cette année. La télécommande n'est clairement pas un modèle d'ergonomie. Elle est lourde et imposante, et puis elle perd son rétroéclairage et son revêtement en aluminium cette année. Alors elle perd tout ça au profit d'un microphone qui va permettre d'invoquer les assistants vocaux de Google et d'Amazon. C'est tout de même dommage pour un téléviseur OLED qui s'adresse aux amateurs de cinéma, puisqu'il va falloir bien connaître les boutons de la télécommande par cœur pour contrôler le téléviseur dans l'obscurité d'une séance film. Alors par contre, on apprécie vraiment énormément le pied rotatif qui équipe le Panasonic JZ1000 et les modèles au-dessus. Alors on peut orienter ce téléviseur sur 30 degrés à gauche comme à droite. C'est très intéressant pour pouvoir accéder facilement au connectique, et puis c'est aussi très bien pour, si on place ce téléviseur dans une grande pièce, pour l'orienter comme bon nous semble. Comme à son habitude, Panasonic nous livre un excellent téléviseur avec ce JZ1000. C'est la version 65 pouces que nous avons eue,
mais on peut s'attendre à des performances vraiment tout à fait similaires sur les autres diagonales dans cette gamme. Bon, le fabricant ne fait toutefois pas beaucoup évoluer son offre par rapport à l'an passé. Les grandes nouveautés sont du côté du gaming, mais malheureusement Panasonic ne remplit pas complètement sa part du marché sur ce point. On espère qu'une mise à jour prochaine pourra corriger le problème pour la 4K à 120 Hz, mais en attendant, le téléviseur est très bien pour profiter d'une console de jeu ou même d'un PC à partir du moment où on laisse la source à 60 Hz. L'évolution en matière d'image n'est pas vraiment flagrante entre un HZ1000 et un JZ1000. Finalement, si le gaming n'est pas un grand argument pour vous, vous aurez tout à gagner à choisir plutôt le HZ1000 qui se vend aujourd'hui aux alentours de 1500-1600 €, là où notre JZ1000 en 65 pouces se vend tout de même plus de 2700 €. Et si vous voulez encore mieux, vous pouvez très bien choisir un HZ2000 qui est sans doute la meilleure référence en OLED pour 2020 et qui est encore aujourd'hui moins cher que notre JZ1000. Donc si l'absence d'HDMI 2.1 ne vous dérange pas, vous devriez vraiment foncer sur ce modèle avant qu'il ne soit épuisé. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à nous laisser vos impressions et commentaires sur ce téléviseur, et quant à moi je vous dis à la prochaine pour d'autres tests sur Clubic.